Bon, ben bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc, dans cette vidéo-ci, je vais vous faire là, un exercice de révision que je voulais faire avec vous là, concernant la section 2.9. Donc, ça va être un exercice là, qui provient directement là, de la section 2.9, qui est la section synthèse du chapitre 2. Donc, voilà l'exercice. Donc, je vais juste mettre la bonne couleur. Voilà. Donc, l'exercice 2.9.7, ça s'appelle la vitesse d'impact et c'est divisé en deux sous-questions. Il y a la question A et la question B. Ce qui est spécial dans cette question-là, puis c'est la raison pour laquelle je vais la faire avec vous, c'est que, remarquez, ça se ressemble beaucoup. Hein? Le numéro A, c'est un électron qui est lancé vers une plaque à 50 cm d'une plaque et on veut savoir c'est quoi le module de la vitesse d'impact. À quelle vitesse est-ce que l'électron il va frapper la plaque. Et le numéro B, c'est presque la même chose. Hein? C'est encore un électron qui est lancé vers le bas avec exactement la même vitesse. Cette fois-ci, on veut savoir à quelle vitesse. C'est quoi le module de la vitesse qu'il va avoir lorsqu'il va venir entrer en collision avec la surface de la sphère. Donc, les deux problèmes se ressemblent quand même beaucoup. Okay. Il y a des chiffres qui reviennent dans les deux problèmes. T'sais, la distance initiale, c'est 50 cm. La vitesse, c'est 1,2 fois 10 à la 7 mètres par seconde. Dans les deux cas, c'est un électron, donc la même charge, la même masse. Okay. Faire les problèmes avec les calculs comme tels, c'est pas si compliqué que ça. On va le faire. Il faut connaître nos formules, il faut faire les bons calculs. Mais je veux dire, la plus grosse difficulté, le gros piège peut-être de ce problème-là, qui est plus difficile que de juste appliquer les formules, c'est de réfléchir un petit peu et savoir qu'est-ce qu'on a le droit de faire puis qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Okay? La grosse différence qu'il y a entre les deux problèmes, c'est au niveau des champs électriques. Dans la question A, c'est un électron qui est proche d'une plaque, hein, puis c'est une grande plaque là, qui mesure 7 mètres par 7 mètres, puis l'électron il est seulement à 50 cm, là, puis il est vis-à-vis le centre de la plaque. Donc là, on a le droit d'utiliser l'équation du champ électrique qui est produite par une PPUC. Okay. Une PPUC, ça fait un champ là, qu'on va calculer tantôt qui est égal à sigma sur 2 epsilon 0. Ça fait un champ qui est constant. Alors que ici, l'électron qui va être proche d'une sphère, hein, ben, il ne sera pas dans un champ constant parce qu'une sphère chargée, là, quand on est à l'extérieur de la sphère, ça ne produit pas un champ constant, ça produit un champ électrique qui est égal là, à KQ sur R au carré. Okay. Fait que c'est là toute la grosse différence, c'est que dans le numéro A, le champ il est constant, puis dans le numéro B, le champ il est pas constant. Donc dans le numéro A, comme le champ il est constant, ça veut dire que l'accélération, la force électrique que l'électron va ressentir et son accélération va être constante. Donc on aura le droit d'utiliser les équations du MUA. Okay, les mouvements uniformément accélérés, on a juste le droit d'utiliser ça quand l'accélération est constante. Par contre, quand on va faire le numéro B, et c'est là le piège dans lequel plusieurs étudiants tombent, là, il y a des gens qui regardent le numéro B, puis ils essaient de le faire avec le MUA. Ils calculent là, au début, quand l'électron est placé là, c'est quoi le champ électrique qu'il va ressentir. Ils font ce calcul-là. Là, ils disent, ah, c'est bon, on a le champ électrique, on va calculer, mettons, l'accélération, puis là, une fois qu'on connaît l'accélération, on va faire les équations du MUA. On ne peut pas faire ça parce que ici, le champ ne sera pas constant, donc la force appliquée sur l'électron ne sera pas constante et son accélération ne sera pas constante. Fait que quand l'accélération n'est pas constante, on ne peut pas utiliser les équations du MUA. Donc le numéro B, on n'aura pas le choix de le faire par le principe de conservation de l'énergie. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Quand vous avez un problème comme ça, avant de se lancer dans les calculs, il faut réfléchir un petit peu puis se demander justement ce genre de choses-là. Est-ce que le champ est constant? Est-ce que l'accélération de ma particule va être constante? Est-ce que j'ai le droit d'utiliser les équations du MUA ou est-ce que j'ai pas le droit? Okay. Par exemple, l'exercice qu'on avait fait à la section 1.14, ça c'en était un cas où on avait le droit d'utiliser les équations du MUA parce que c'est un électron qui était dans l'espace qu'il y avait entre deux plaques, entre deux PPUC, ça fait un champ constant, l'accélération va être constante, donc là oui, on a le droit d'utiliser les équations du MUA. Par contre, si vous vous rappelez l'exercice qu'on a fait là, à la section 2.3, c'est un proton qui se promenait là, entre deux particules chargées. Justement, ici, le champ n'était pas constant. Hein, c'était pas des PPUC, c'était des particules qui font des champs KQ sur R carré. Donc, le champ n'était pas constant. Et d'ailleurs, si vous vous en rappelez, là, on l'avait résolu justement par conservation de l'énergie. On n'avait pas le choix parce qu'on ne pouvait pas le faire par MUA. Donc, c'est ça. Fait que c'est un petit peu ça l'idée. Il faut toujours se poser un peu la question.
pour savoir qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, on a-t-il le droit d'utiliser les équations du MUA, et voilà. Mais dans ce cas-ci, c'est ça, il faut juste faire attention. Donc, on va aller avec la résolution. Fait que pour le numéro A, là, on a le droit d'utiliser les équations du MUA. Fait que comment on va faire ça? Je vais juste reproduire un petit peu là, le schéma avec quelques informations qu'on nous donnait. Donc, on avait la plaque, comme ça, qui nous disent, là, qui mesure 7 mètres par 7 mètres. On a notre électron, là, qui est, mettons, ici. On le lance déjà vers le bas avec une vitesse initiale là, que je vais appeler Vy0. On lance à une vitesse de 1.2 fois 10 à la 7 mètres par seconde. En fait, moi, je vais utiliser là, un axe Y qui va pointer vers le haut. Okay? Donc, dans ce cas-ci, là, vu que l'électron a une vitesse qui est vers le bas, mais la composante en Y de sa vitesse initiale, ce serait négatif. Okay. On sait qu'il y a 50 cm entre la position initiale de l'électron et l'endroit là où il va entrer en collision avec la plaque. Je vais l'écrire tout en système international, donc 0.5 mètres. Okay. Qu'est-ce qu'on nous donne d'autre? Ben, on sait que, par exemple, la charge de la plaque, que je vais appeler QP, c'est égal à moins 300 nanocoulombs. Okay. Donc, on peut écrire tout de suite, là, ça serait moins 300 fois 10 à la moins 9 coulombs, si on veut le mettre en système international. Okay. Voilà, fait une des choses qu'on peut faire, c'est qu'on peut d'abord commencer par calculer c'est quoi le champ électrique que la plaque va produire. Pour calculer le champ électrique d'une plaque, on va d'abord avoir besoin de sa densité surfacique de charge, qui est définie comme étant sigma égale à la charge de la plaque divisé par l'aire de la plaque. La charge de la plaque, on vient de le dire, c'est moins 300 nanocoulombs, donc moins 300 fois 10 à la moins 9 coulombs. Et on divise ça par l'aire de la plaque, donc la surface. C'est une plaque qui mesure 7 mètres par 7 mètres. Donc son aire, ce sera 49. Là, on va dire 7 fois 7 comme ça. Si on effectue les calculs ici, on va trouver c'est quoi la densité surfacique de plaque de notre charge. Et si on fait les calculs, puis on ne se trompe pas, on devrait obtenir là, 6.122 fois 10 à la moins 9. Et une densité surfacique de charge, ben, c'est une charge en coulombs sur une surface qui est en mètres carrés. Donc, ce sera des coulombs par mètre au carré. Okay. Donc là, on a la densité surfacique de charge de notre plaque. Qu'est-ce qu'on peut calculer avec ça? Ben, on peut calculer c'est quoi le module du champ électrique que la plaque va produire. Ça, c'est une formule qu'on a déjà vue à la section 1.9, je crois. Donc, le module du champ électrique produit par une plaque, c'est valeur absolue de sigma sur 2 fois la constante epsilon 0. Donc, on peut aller avec ça. Fait que la valeur absolue de ça, le chiffre va être rendu maintenant positif. Donc, 1.6,122 fois 10 à la moins 9. On divise ça par 2 fois la constante epsilon 0. Epsilon 0, c'est une constante que vous avez là sur votre feuille de formule. Ça vaut 8.85 fois 10 à la moins 12. Donc, si on calcule ça, on va avoir le module du champ électrique produit par la plaque, qui est 345,9 newtons par coulomb. Comme ça. Donc, ça, c'est le module du champ électrique créé par la plaque. Si on regarde un peu là, le schéma, qu'est-ce qui se produit? Ça, c'est une plaque qui est chargée négativement. Sa charge est négative. Fait qu'on sait qu'elle va faire là, des champs électriques qui vont être dirigés vers la plaque, là, vers le bas, dans ce cas-ci. Et là, ce qui va arriver, c'est que si on a un électron, donc une charge négative, qui est placé dans une zone où il y a un champ électrique vers le bas, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va ressentir une force électrique vers le haut. Ça vient de l'équation qui dit que, par exemple, la force électrique ressentie par une particule, c'est sa charge multipliée par le champ électrique. Comme un électron sur une charge négative, ça ressent toujours une force qui est dans le sens contraire du champ. Fait que si le champ est vers le bas, la force va être vers le haut. Okay. Ensuite de ça, on pourrait calculer cette force-là. Et ensuite de ça, on pourrait dire que la force électrique qui va agir sur la particule, ça va être égal à sa masse fois son accélération. On pourrait dire ça comme ça. Donc la force électrique, le module en fait de la force électrique qui va agir sur la particule, ce serait valeur absolue de sa charge électrique fois le module du champ électrique. Donc ça, c'est la force électrique, est égal à la masse de notre électron multiplié par son accélération. Donc, si on veut le calculer, là, son accélération, ça serait égal à valeur absolue de sa charge multipliée par le module du champ électrique
divisé par sa masse. Toutes des choses qu'on connaît. La charge d'un électron, c'est la charge élémentaire. C'est moins 1,6 fois 10 à la moins 19 coulombs. Mais ici, c'est en valeur absolue. Donc, ça va être 1 plus, en fait, plus 1,6 fois 10 à la moins 19 coulombs, multiplié par le champ électrique dans lequel se trouve l'électron, qu'on a calculé tantôt, 345,9 newtons par coulomb. Et il faut diviser ça par la masse de l'électron. La masse d'un électron, c'est une valeur que vous avez sur votre feuille de formule. C'est 9,11 fois 10 à la moins 31 kg. Donc, si on calcule ça, on va avoir là, le module de l'accélération ressenti par l'électron qui va être le 6,075 fois 10 à la 13 mètres par seconde carré. Donc, c'est un chiffre qui est vraiment énorme. C'est un chiffre qui est vraiment très, 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 très gros. Mais c'est normal. On en avait déjà discuté là, quand vous avez des particules élémentaires qui sont dans des champs électriques, là, ça va ressentir des très, 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 très grosses accélérations. Parce que la force électrique est quand même relativement grande, puis les masses sont très, très faibles. Donc, voilà, ça donne des grosses accélérations. Ça, c'est le module de l'accélération. Par contre, ce qui va arriver pour faire les calculs, là, parce qu'on va utiliser bientôt une équation du MUA, ce qui va arriver, c'est que comme la force pointe vers le haut, ben, l'accélération de notre électron va aussi être vers le haut. Et je vais faire une équation en Y. Là, donc, dans le fond, ce que je vais dire, c'est que comme mon accélération pointe vers le haut, ce qui va arriver, c'est que la composante Y de l'accélération va être positive. Fait que je vais appeler ça AY. Et ça vaut ce chiffre-là en positif. Il était déjà positif, donc ça va être comme ça. OK. Alors que sa vitesse initiale va être négative, comme j'avais dit tantôt. Okay. Donc, c'est ça. Rendu ici, on connaît l'accélération. On connaît la vitesse initiale. Ça devient vraiment juste un problème de cinématique rendu à ce point-ci. Okay. Tantôt, j'avais dit que je disais que j'avais utilisé un axe Y là, qui pointait vers le haut. Il y a 0,5 entre les deux. Donc, il faut juste que je me définisse un endroit qui s'appelle Y égale à 0. Je décide de l'appeler ici. Donc, à cet endroit-là, sur mon axe Y, je vais dire que ça, c'est Y égale à 0. Puis, la position là, ici, je vais dire que c'est Y est égal à 0,5 mètres. Okay. Le 0,5 mètres, je vais dire que c'est la position initiale. Donc, je vais appeler ça position initiale 0,5 mètres, mon électron. Et sa position finale, ça va être 0. Okay, on peut le faire comme ça. On aurait pu dire que la position initiale, c'est 0. La position finale, ça vaut moins 0,5. Ça reviendra au même. Dans ce cas-ci, je décide de le faire comme ça. Donc, on regarde qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on cherche. Bien, on connaît la position initiale, on connaît la position finale, on connaît la vitesse initiale et on connaît l'accélération. Ce qu'on cherche, en fait, c'est la vitesse finale, Vy. C'est ça qu'on ne connaît pas. Donc, si on regarde nos équations du MUA, si on connaît là, la position initiale, finale, la vitesse initiale, puis l'accélération, puis qu'on cherche la vitesse finale, il y a une équation qui nous permet de la calculer directement. C'est l'équation du MUA là, qui s'écrit comme ça. Ça dit que la vitesse, là on fait le problème sur l'axe Y, donc la vitesse finale au carré est égale à la vitesse initiale au carré, plus 2 fois l'accélération, fois la position finale, moins la position initiale. Donc, Vy carré égale Vy0 carré plus 2 fois AY fois Y moins Y0. Nous, ce qu'on cherche, c'est Vy. C'est déjà presque parfaitement isolé, donc ça tombe bien. Donc, il nous reste juste à calculer ça. En fait, Vy, là, ce sera égal à la racine carrée de tout ce qu'il y a ici. Okay. Donc, la vitesse initiale au carré, oui, c'est vrai qu'elle est négative, là, techniquement, sauf qu'on la met au carré. Donc, ça va redonner du positif. Je vais quand même l'écrire en négatif. Là. Donc, moins 1,2 fois 10 à la 7 que j'élève au carré, plus 2 fois l'accélération en Y. L'accélération en Y, tantôt, on avait dit que ça valait 6,075 fois 10 à la 13. Et on multiplie ça par Y moins Y0. Donc, la position finale, c'est 0. La position initiale, c'est 0,5. Comme ça, je ferme ma racine carrée. Donc, on a juste un calcul à faire. Donc, si on calcule tout ça, on trouverait là, techniquement que notre vitesse en Y, ce serait égal à plus ou moins la racine carrée de cette affaire-là. La racine carrée de cette chose-là, ça donne 9,12 fois 10 à la 6 mètres par seconde. Okay. Dans ce cas-ci, bien évidemment, là, on voit bien que l'électron il descend, il va aller frapper la plaque, donc c'est sûr qu'il va
aller vers le bas. Donc la composante en y de sa vitesse, ce serait la composante négative. On n'aurait pas besoin de la composante positive. Sauf que dans la question, là, si on la lit comme il faut, il nous demandait là, spécifiquement de trouver c'est quoi le module de la vitesse. Donc le module de la vitesse, ben, c'est sûr que c'est toujours quelque chose de positif. Donc la réponse au problème, en fait, on n'écrirait même pas VY, on écrirait juste V. Donc le module de la vitesse de l'électron, quand il va frapper la plaque, ce serait donc 9.12 fois 10 à la 6 mètres par seconde. Comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la réponse là, du numéro A. Donc comme vous voyez, c'est un problème qu'on a fait par conservation de l'énergie. On a commencé par trouver c'est quoi l'accélération, et après ça, on a défini là, les positions initiales, finales, les vitesses, et on a utilisé là, ici une équation du MUA. On avait le droit de faire ça parce que l'accélération qu'on a calculée ici, c'était une accélération qui était constante parce que ça a été un champ qui était créé par une plaque. Pour faire le numéro B, là, on n'aura pas le droit de faire ça. On l'a dit tantôt, hein, une sphère, ça n'est pas un champ qui est constant. Donc là, on va vraiment le faire là, par le principe de conservation de l'énergie. Donc, si on regarde le problème, ça ressemble à quoi? Donc, dans le fond, je vais juste le reproduire un petit peu. Donc, on a une sphère, et cette sphère-là a un rayon de 2 mètres. C'est ce qui est dit dans la question. On a encore notre électron, qui est encore lancé vers le bas avec exactement la même vitesse initiale, là, qui est égale à 1.2 fois 10 à la 7 mètres par seconde. Il est encore à 50 cm, donc 0.5 mètres là, de la surface de la sphère. Comme ça. La sphère a la même charge que la plaque avait. Tantôt, c'était la plaque qui avait une charge de moins 300 nanocoulombs. Là, c'est la sphère qui a une charge de moins 300 nanocoulombs, donc on peut encore écrire en système international, c'est moins 300 fois 10 à la moins 9 coulombs, comme ça. Voilà, donc c'est ça, ici on ne peut pas calculer comme tantôt, là, tantôt on a calculé le champ constant pour l'accélération, ici on ne peut pas faire ça. On va aller par conservation de l'énergie. Donc on pourrait dire par exemple, là, si j'écris l'équation de la conservation de l'énergie, c'est l'énergie au point final égale l'énergie au point initial, plus le travail des forces non conservatives. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de force non conservative, il n'y a pas de force de tension, il n'y a pas de force de frottement. La seule force en fait qui est impliquée, c'est la force électrique qu'il y a entre notre sphère et l'électron. Donc ce terme-là, il n'y en aura pas. Et pour ce qui est de l'énergie, chaque terme d'énergie peut se décomposer en deux composantes. Il y a l'énergie cinétique et l'énergie potentielle électrique. Donc l'énergie finale du système, ça va être l'énergie cinétique finale de l'électron, plus son énergie potentielle électrique finale. Ça va être égal à son énergie cinétique initiale plus son énergie électrique, potentielle électrique initiale, ça va être ça comme ça. Ces termes-là, on peut les décomposer. L'énergie cinétique, ça va être 1/2 fois la masse de l'électron fois sa vitesse finale au carré. Son énergie potentielle finale, ça va être la charge de l'électron fois le potentiel qu'il va avoir au point final. Et même chose pour le côté initial. Là. Fait 1/2 fois la masse de l'électron fois sa vitesse initiale au carré, plus son énergie potentielle initiale qui va être sa charge multipliée par le potentiel qu'on a au point initial. En fait, là, quand je passe de là à là, c'est j'utilise l'équation qui dit que l'énergie potentielle électrique d'une particule, c'est égal à sa charge multipliée par le potentiel dans lequel la particule se trouve. Donc, dans le fond, ce qu'il faut faire ici, c'est juste de bien regarder notre schéma, de bien différencier, de bien identifier qu'est-ce qui est le point initial, qu'est-ce qui est le point final. Donc, en fait, là, ici, c'est assez clair. Le point que je vais considérer comme étant le point initial, ça va être le point que j'ai ici. Et le point que je vais considérer comme le point final, c'est le point là, quand l'électron va atteindre et frapper la surface de la sphère. Donc, ça va être ça ici. Juste faire ça. OK. Donc, dans le fond, ce que je peux faire... OK. Ça, c'est des choses qu'on connaît déjà. Tu sais, la masse de l'électron, on la connaît. La vitesse finale, on la connaît pas. C'est normal. C'est ce qu'on va trouver ici. La masse de l'électron, on la connaît. La vitesse initiale de l'électron, on la connaît. Ce serait ça ici que je pourrais appeler VI. 1.2 fois 10 à la 7. La charge de l'électron, on la connaît. C'est la charge élémentaire en négatif. Moins 1.6 fois 10 à moins 19. Fait que ce qu'il reste à calculer vraiment pour résoudre le problème, c'est de calculer c'est quoi le potentiel
produit là, au point initial où se trouve l'électron et c'est quoi le potentiel produit au point final où se trouve l'électron. Dans ce problème-là, le seul objet qui crée du potentiel, c'est la sphère chargée. Okay. Donc, on peut le calculer. C'est quoi le potentiel que la sphère chargée va produire au point initial, donc au point où l'électron se trouve? Okay. Faut juste pas se mélanger. L'équation du potentiel produit par une particule ou par une sphère quand on se trouve à l'extérieur d'elle, c'est KQ divisé par R. Okay. Donc, le potentiel produit par cette sphère-là en un point P qui est situé à l'extérieur d'elle, ça va être cette formule-là. Donc, ça va être la constante K de Coulomb multipliée par la charge de la sphère qu'on connaît, qui est moins 300 fois 10 à la moins 9 coulombs. Et il faut diviser ça par la distance R. Donc, la distance R, il faut juste faire attention, c'est quoi? C'est la distance qui sépare le centre et le point P qui nous intéresse. Donc, c'est la distance que entre cet endroit-là et cet endroit-là. Okay. Donc, la sphère a un rayon de 2 mètres, puis l'électron, il est 0,5 mètres plus loin. Donc, en tout, là, entre le centre de la sphère et le point initial, il y a une distance de 2,5 mètres. Donc, ça va être ça le dénominateur ici. Si on calcule ça pour le potentiel initial, ça va donner un potentiel initial de moins 1080 volts. Okay. C'est normal que ça donne quelque chose de négatif parce que la sphère est négative. Fait qu'une sphère négative, ça produit du potentiel négatif autour d'elle, c'est normal. Puis le potentiel qui va être produit au point final. Donc le point final, c'est vraiment quand l'électron frappe la surface de la sphère. Donc c'est un point qui est situé à 2 mètres du centre de la sphère. C'est directement le rayon de la sphère. Donc ça va être encore une fois K fois la charge de la sphère divisé par cette distance-là qui est maintenant 2 mètres. Donc ça nous donne un potentiel final de moins 1350 volts. Okay. Et maintenant, on a terminé. Il nous reste juste à faire un calcul parce que on connaît le potentiel initial, donc on connaît ça ici. On vient de calculer le potentiel final, donc on connaît ça. Fait que vous voyez, on connaît vraiment tout dans l'équation. La seule chose qu'on ne connaît pas, c'est la vitesse finale. Donc il nous reste seulement à l'isoler et à la calculer. Je ne vais pas faire le calcul au long avec vous. Là. On va juste isoler ça là-dedans. Donc en fait, on va isoler V carré. Donc V carré va être égal à quelque chose, puis la vitesse, ça va donc être la racine carrée de cette affaire-là. Donc je vais juste comme passer les calculs. Là. Puis si on le calcule, on va trouver que la vitesse finale de l'électron, ça va être égal à 7,01 fois 10 à la 6 mètres par seconde. Voilà, donc c'est ça la réponse là, pour notre deuxième numéro. Juste vous dire là, que, tu sais, ici, là, quand j'ai dit pour le numéro A, le champ est constant, donc on peut utiliser l'équation du MUA. Pour le numéro B, le champ n'est pas constant, on est comme obligé d'utiliser l'énergie. Okay. Quand on a résolu le numéro A, je l'ai fait par les équations du MUA. Okay. Mais on aurait eu le droit de le faire par énergie. Okay. En fait, on a toujours le droit de le faire par énergie. On a toujours le droit de résoudre des problèmes par énergie. C'est juste que dans certains cas, dans certains problèmes, on a le droit de les faire par MUA. Fait que si jamais ça vous intéresse, vous pouvez essayer de le faire, le problème A, par l'énergie. Ça fonctionne. Hein. Vous allez devoir utiliser l'équation du champ, du delta V, là, produit par la PPE. Le delta V est égal à plus ou moins E fois S parallèle. Donc, il faudrait dire, là, dans le fond, quand l'électron passe de ce point-là à ce point-là, il subit un certain déplacement là, parallèle dans un champ électrique. Ça va correspondre à un certain delta V. Donc, il y a un endroit qu'on pourrait décider d'appeler arbitrairement V égale à 0 et un autre endroit qu'on pourrait appeler quelque chose d'autre. Fait que ça se ferait par énergie aussi. C'est probablement plus simple de le faire par MUA quand on a le droit. Mais, juste vous dire, là, c'est pas une obligation. On peut le faire par MUA. On aurait pu le faire par énergie aussi. C'est un choix qu'on fait. Soit on peut le faire par MUA ou on peut le faire par énergie. Ici, on peut faire les deux. Alors que ici, c'est pas un choix. Ici, on n'a pas le droit de le faire par MUA. On est donc obligé de le faire par énergie. Mais c'est ça, le numéro A, on aurait pu le faire par énergie aussi là, si on avait voulu. Donc, voilà. Ben, c'est ça pour la solution de cet exercice. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.